Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Bon, t'as dû remarquer qu'en ce moment tu vois un petit peu moins ma bouille sur YouTube, je publie un peu moins sur mon blog également. Il faut avouer que avec l'écriture de mon troisième roman et la promotion de mes deux premiers romans, j'ai pas beaucoup de temps, d'autant plus que je travaille aussi à d'autres projets en parallèle, dont je te reparlerai certainement très prochainement, ce qui t'explique pourquoi en ce moment il y a un peu moins de vidéos sur cette chaîne. J'espère que je vais pouvoir dégager un peu plus de temps dans les semaines qui viennent, j'essayerai de faire des vidéos plus souvent. Aujourd'hui, c'est la review culturelle pour le mois d'octobre 2018. On commence avec du théâtre. Ce mois-ci, je suis allée voir à la Porte Saint-Martin Tartuffe avec Pierre Arditi et Jacques Weber, la pièce de Molière. C'est Arditi qui joue le rôle de Tartuffe et c'est Jacques Weber qui joue le rôle d'Orgon. Cette pièce raconte comment un faux dévot, Tartuffe, embobine complètement Orgon, qui est un bourgeois de l'époque de Louis XIV, et Tartuffe va s'arranger pour complètement le spolier, le priver de ses biens, enfin il va vraiment complètement embobiner ce personnage d'Orgon, aux grandes dames de la famille d'Orgon, de ses enfants, de sa femme, qui eux se rendent compte de l'imposture de Tartuffe. J'ai beaucoup aimé cette pièce, même si au départ j'ai été un peu surprise, parce qu'il y a quelques anachronismes qui sont pas gênants, mais qui ne sont pas non plus forcément très pertinents. Notamment la pièce s'ouvre sur une espèce de bal qui mêle des musiques très classiques à du rap. À la fin, il y a carrément du rap. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce préambule, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je craignais un petit peu pour la suite. Finalement, il ne pousse pas cet anachronisme-là, il en propose un autre qui est que son intrigue, au lieu de se passer à l'époque de Louis XIV, elle se passe au début du XXe siècle. Bon, ça c'est ce qui m'a un petit peu surprise. Maintenant, les comédiens sont absolument prodigieux. Arditi et Weber en tête. Isabelle Gélinas aussi est magnifique en Elmire. La comédienne qui joue le rôle de Dorine, elle aussi est parfaite. Vraiment, les comédiens sont très bien choisis, ils tiennent bien la scène. À l'exception peut-être du jeune homme qui joue le rôle de Damis. Et là aussi, j'ai pas très bien compris le choix de mise en scène parce qu'on nous présente Damis, qui est le fils d'Orgon, donc qui est quand même un peu le jeune premier, assez fougueux. Là, on nous le présente comme une espèce de vieux garçon, avec un look complètement bizarroïde. Il a une moustache, le cheveu gras, plaqué, enfin, il a vraiment l'air d'un vieux comptable. Et j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'au lieu de nous présenter Damis, qui est un personnage très emporté, très dans le feu de la jeunesse, là on nous le présente comme je te dis, une espèce de vieille godiche, de vieux garçon. Ça, j'ai pas tout bien saisi l'intérêt de faire ça. Mais enfin bon, sinon les comédiens sont quand même tout à fait prodigieux. Il est vrai qu'à un moment, je me suis fait la réflexion que j'aurais préféré que l'attribution des rôles soit inversée. C'est-à-dire que j'aurais préféré voir Weber en Tartuffe et Arditi en Orgon. Je trouvais que déjà physiquement, au niveau de leurs carrures respectives, ça aurait été plus intéressant dans ce sens-là. Mais comme je crois que Weber a déjà joué Tartuffe, sans doute ça ne l'intéressait pas de recommencer. Il est certain que tous les deux, Weber et Arditi, sont peut-être un poil âgés pour les rôles qu'ils interprètent. Ça se sent notamment au moment où Orgon doit se cacher sous la table pour découvrir à quel point Tartuffe est un beau salopard qui a envie de s'envoyer sa femme. Et c'est vrai qu'au moment où Weber doit aller se calfeutrer sous la table, on sent que c'est malaisé pour lui et on sent qu'il a plus vraiment l'âge de faire ce genre de galipette. Pareil pour Arditi, à la fin de la pièce, il y a un effet de mise en scène où on l'attache et où il est soulevé par des fils. Là aussi, on se dit, un homme de son âge, c'est peut-être pas forcément judicieux d'avoir proposé ce choix-là. Néanmoins, ça reste des très grands comédiens, ça reste une pièce de très haute qualité que je t'encourage vivement à aller voir. Au cinéma, je suis allée voir Dilili à Paris de Michel Oslo. Le même Michel Oslo qui a réalisé toute la série des Kirikou et qui a aussi réalisé Azur et Asmar. Alors, ce film, c'est assez difficile de te dire ce que j'ai pensé de ce film parce que je ne peux pas te dire que j'ai aimé ce film et en même temps je ne peux pas te dire que je ne l'ai pas aimé. Bon, je vais quand même essayer de me dépatouiller avec mes contradictions. D'abord, je te raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Dilili, qui est une petite fille noire,
et qui se trouve à Paris au début du XXe siècle, en pleine Belle Époque. Cette petite fille, elle a quitté sa famille et elle est protégée par une comtesse qui s'occupe d'elle, qui l'héberge, qui la choie, qui l'habille, enfin vraiment qui est un peu sa marraine, la bonne fée, et qui veille sur elle. Et puis Dilili va faire la rencontre d'un jeune homme qui possède un triporteur et qui avec son triporteur va lui faire découvrir Paris, et au hasard des rencontres, elle va aussi croiser le destin de grandes figures de cette époque-là, comme Sarah Bernard ou Pierre et Marie Curie. Ce qui est très réussi, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'esthétique du film. Chaque plan peut faire l'objet d'un tableau, tellement c'est joli. Michel Oslo s'est appuyé sur des photos de Paris, il a été prendre des photos de Paris qu'il a ensuite vintagisé pour que ça ne ressemble plus au Paris d'aujourd'hui, mais au Paris du début du XXe. Au niveau esthétique, le film est vraiment, vraiment, vraiment beau, il t'en met plein, plein, plein la vue. Maintenant, ce qui m'a moins plu, c'est d'abord le jeu des comédiens qui doublent les personnages. C'est un jeu qui est très... qui fait très artificiel, enfin qui fait très pas du tout naturel. On a presque l'impression d'être chez Romer de temps en temps. Les comédiens ont une manière de jouer, mais en même temps, je crois que c'est spécifique à l'art de Michel Oslo, parce qu'il y avait déjà un peu ça dans Azur et Asmar, et il y avait aussi ça dans Kirikou. Il y a une certaine manière de dire les phrases qui n'est pas du tout naturelle. C'est vrai que pour rentrer dans son film, quand les dialogues sont dits de cette façon-là, franchement, c'est très chaud, parce que tu décroches. Enfin, ça sonne tellement faux, en fait, la manière dont les comédiens jouent, ça sonne tellement faux que ça fait un peu décrocher de l'intrigue. Donc ça a été ma première grosse réserve, c'est que je me disais, mais pourquoi ils jouent comme ça, quoi, les comédiens, c'est super bizarre de parler comme ça, on parle pas comme ça, quoi, même en 1905, je pense pas que les gens, ils parlaient comme ça, avec des phrases qui sont un peu empoulées, et puis des accents toniques qui sont mis à des endroits étonnants, enfin, ça, c'était vraiment le premier truc qui m'a gênée. L'autre chose qui m'a gênée, c'est le scénario que j'ai trouvé bizarre, parce que pendant qu'on suit les aventures de Dilili et qui rencontre donc les grandes figures du Paris de l'époque, il y a aussi une bande de malfrats qui s'appelle les malmaîtres. Et alors les malmaîtres, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent les petites filles. Ils les enlèvent pour aller les cacher dans les souterrains de Paris, de manière à les asservir. Parce qu'en fait, cette secte, c'est une secte hyper misogyne et ils ont pour but d'asservir complètement la femme. Et pour bien asservir la femme, autant commencer quand elle est très jeune. Donc ils enlèvent les gamines et ils apprennent à ces petites filles à servir l'homme, à être vêtues tout en noir, complètement masquées, en position de soumission totale. Heureusement, Dilili décide qu'elle va foutre la pâtée au malmaître, qu'elle va découvrir qui ils sont et qu'elle va aller sauver toutes les gamines de Paris. Alors évidemment, c'est pas inintéressant, cette histoire. Ce principe de l'asservissement de la femme, de l'homme qui veut la maîtriser, enfin surtout aujourd'hui, ça peut avoir des résonances qui sont pas inintéressantes, mais je trouve que c'est pas très bien traité, et je trouve que à la fin on sait plus très bien qu'est-ce qu'on regarde comme film. Est-ce que c'est un dessin animé? Est-ce que c'est l'histoire d'une petite gamine qui découvre Paris, le côté carte postale, et donc c'est frais, c'est léger, c'est rose? Ou bien est-ce que c'est vraiment la dénonciation de l'assujettissement des femmes par les sociétés patriarcales? Bon, on sait plus très bien ce qu'on regarde, et donc on sort de là, pas indigné, parce que c'est quand même du très très beau boulot et qu'il y a vraiment une vision d'artiste, mais en même temps, on est un peu à pas trop savoir ce qu'on vient de voir, ni comment on doit l'interpréter, ni comment on doit... ce qu'on doit ressentir par rapport à ce film. Ensuite, au niveau des livres, ce mois-ci, j'ai lu tout d'abord ça, ce gros livre sur Queen. Queen, les rois du rock. Récemment, je t'avais parlé d'un livre sur les Doors. C'est chez le même éditeur et c'est la même collection. Mais là, donc, c'est le livre sur Queen. À Queen, on en reparlera sans doute le mois prochain. Je n'ai pas eu le temps ce mois-ci d'aller voir le Bohemian Rhapsody, la biopic sur Freddie Mercury. Bien entendu, je vais y aller parce que, bien entendu, j'aime Queen comme des millions de gens sur cette planète. Donc ça, ce sera pour le mois prochain. Néanmoins, un peu pas en préparation, mais disons aussi d'un sens en préambule du film que je vais aller voir. J'ai donc lu ce très bel ouvrage sur Queen. Ça retrace toute l'histoire du groupe. Ça s'attarde beaucoup évidemment sur le personnage charismatique qui était Freddie Mercury. Et comme dans le livre sur les Doors, il y a aussi une véritable analyse de leur musique album après album. Et ça, c'est vraiment ce que je trouve extrêmement savoureux dans cette collection
de livre, c'est cette analyse poussée au niveau musical. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas exactement te dire pourquoi, je suis restée sur ma faim. J'ai d'autres livres sur Queen que je trouve mieux illustrés. Bon, enfin, ça reste quand même du bel ouvrage. Et si on est fan de Queen, j'imagine qu'on ne peut pas se passer de ce livre. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu 10 pouvoirs de sorcière pour réenchanter ta vie. C'est aux éditions Erol. Ça t'apprend donc 10 pouvoirs de sorcière. Bon, il est absolument pas question de grimoire, il est absolument pas question de véritables pouvoirs surnaturels, hein. Ça reste des pouvoirs qui s'apparentent en fait à des outils de développement perso. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce livre s'appuie grandement sur l'énéagramme. L'énéagramme est un outil de connaissance de soi qui répertorie les différents caractères humains en 9 types. Et donc le but de la manœuvre, c'est de comprendre à quel type on appartient et de voir ensuite quelle est l'interaction qu'on va avoir avec les autres types de l'énéagramme. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup étudié et que je trouve absolument fabuleux, mais vraiment fabuleux. Ce livre fait la part belle à cet outil, il s'appuie beaucoup sur l'énéagramme. Il reprend en fait les différents types de l'énéagramme, mais un peu à la sauce sorcière, donc si tu es une sorcière artiste ou si tu es une sorcière épicurienne, en s'appuyant sur l'énéagramme. Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Ce qui m'a un peu moins convaincue, c'est que j'ai trouvé quand même que tous ces outils restaient un peu basiques à mon goût. C'était un peu court jeune homme, un tout petit peu basique. Et maintenant, j'en arrive au coup de cœur pour le mois d'octobre. Il y en a deux. D'abord, il y a un livre qui s'appelle « Fallait pas l'inviter » d'Alusius Chabosso. Ça raconte l'histoire d'Agathe. Agathe, c'est une trentenaire qui doit bientôt assister au mariage de son frère. Et à l'occasion du mariage de son frère, elle a toute sa famille sur le dos qui la presse et qui lui dit « Bon alors, toi, quand est-ce que tu convoles en juste noces? Quand est-ce que tu nous amènes un fiancé ?» Le genre de famille un peu relou. Et Agathe, ça la saoule parce que elle, pour l'instant, elle est célibataire, elle n'a pas encore trouvé la perle rare, elle n'a pas trouvé l'homme de sa vie, donc ça la gonfle un tantinet d'avoir toute la smala sur le dos. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'inventer un fiancé parfait qui s'appelle Bertrand, qui est publicitaire, et donc elle raconte à sa famille oui, bien sûr que ça y est, j'ai trouvé l'oiseau rare, et je vais l'emmener évidemment au mariage du frangin. Sauf que problème, le Bertrand en question n'existe absolument pas, et donc elle est un petit peu dans la merde. Il faut qu'elle se trouve le fiancé parfait qu'elle a imaginé, enfin qu'elle a inventé pour sa famille. Alors, il va s'en suivre toutes sortes de péripéties plus rocambolesques les unes que les autres. Elle va demander à un collègue de son boulot de bien vouloir se faire passer pour le Bertrand en question. Donc il va falloir le relooker complètement, ce collègue, le coacher à mort et tout ça. Et puis le jour de la noce, le mec ne vient même pas. Donc elle se retrouve vraiment en carafe complètement devant l'église, sans fiancé, sans rien du tout. Enfin, c'est la débandade totale. Et je te raconte pas la suite, parce que la suite, il faut la lire. Je veux pas te spoiler le truc. C'est hyper drôle. La plume de Mr. Chabosso est délectable. Il a une espèce d'humour presque british, enfin franchement. Je me suis marrée, mais d'un bout à l'autre de ce livre. Agathe est un personnage auquel on s'attache d'entrée de jeu, parce qu'elle est un peu fofolle, elle est complètement un peu extravagante dans sa manière de faire. Toute la description de cette noce où rien ne va se passer comme on voudrait, où ça va être complètement le nawak d'un bout à l'autre, c'est franchement jubilatoire, c'est franchement délectable. Donc vraiment, si t'as envie de passer un bon moment, si t'as envie de te marrer, je te recommande chaudement Fallait pas l'inviter d'Aloysius Chabosso aux éditions Erol. J'attends son prochain livre avec impatience. Et puis, mon deuxième coup de cœur du mois d'octobre. Alors, c'est pas vraiment un coup de cœur genre culturel, tu vas voir, c'est spécial. Mais franchement, j'ai décidé d'en parler quand même parce que en termes de coup de cœur, c'en est un pour de vrai. Donc, je te présente ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est le cahier Panini des bisounours qui était sorti dans les années 80. Et imagine-toi qu'à l'époque, donc moi dans les années 80, j'ai une dizaine d'années, hein, tu vois, un truc comme ça. Et ben forcément, vu l'âge que j'avais, j'étais fan des bisounours. Et j'avais acheté le cahier Panini et je l'avais rempli avec les petites images, tu vois, parce que comme tous les trucs Panini, donc tu achetais les images, tu avais des petits sachets d'images que tu achetais et que tu collais dans ton cahier. Tu avais des numéros qui correspondaient au truc pour remplir ton cahier. Bon. Et puis, un jour, j'ai grandi, malheureusement,
J'ai grandi et j'ai fait des tris dans mes affaires et j'ai décidé que c'était fini les bisounours, que j'avais bien passé l'âge et que j'allais me débarrasser du dit cahier. Voilà. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, c'est que en vieillissant, tu vois, et à l'orée de la quarantaine, j'aurais une espèce de nostalgie profonde pour tout ce qui a fait les objets de mon enfance. Et donc récemment, en surfant sur internet, je suis tombée sur un site où ils vendaient ce cahier Panini complet, complètement rempli, identique à celui que donc j'avais chez moi quand j'étais petite. Et bon bah donc je n'ai pas résisté, tu vois, je n'ai absolument pas résisté et je me suis racheté le cahier Panini que j'avais quand j'étais gosse. Et voilà, donc c'est une Madeleine de Proust, c'est une énorme Madeleine de Proust et franchement ça a fait ma joie au mois d'octobre. Alors je ne pouvais pas résister au plaisir d'en parler. Voilà, les bisounours. Bah oui, les bisounours, c'est un peu cucu, mais en même temps, franchement, ça fait du bien, c'est beau, c'est coloré, c'est doux, c'est chaud. Enfin moi, ça voilà, ça me met en joie, ça me met dans une humeur absolument délicieuse. Donc, pourquoi s'en priver? Voilà, on a fait le tour de tout ce qui était culturel pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que je peux te dire? Je peux simplement te dire que si tu aimes mes petites vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à les partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, où tu veux, à mettre des petits pouces pour m'indiquer que tu as bien aimé, à commenter si jamais il y a des livres que tu as lus aussi, que tu aimes, que tu n'aimes pas. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Sur ce, je te donne rendez-vous très vite. J'espère très vite. Je vais vraiment essayer de prendre plus de temps pour faire des vidéos plus fréquemment, là, dans les semaines qui viennent. Et puis, je te fais des gros bisous et je te souhaite une très bonne fin de journée. Mouah. Bon, et alors, si tu veux un scoop, moi, mon préféré des bisounours, c'est celui-là. Enfin, celui qui était rose avec un arc-en-ciel sur le ventre. C'est celui-là mon préféré.